Bienvenue dans le débat consacré au Proche-Orient alors que les combats s'intensifient dans le sud du Liban. L'armée israélienne a bombardé la ville de Tyr. Israël confirme avoir éliminé Hachem Safieddine, le successeur pressenti de Hassan Nasrallah, dans une frappe sur Beyrouth début octobre. Le Hezbollah a également confirmé sa mort. Le Hezbollah qui a tiré de son côté des roquettes en direction de Tel Aviv et de Haïfa. À Gaza, l'armée israélienne poursuit ses opérations dans le nord de l'enclave. Hier, côté diplomatique, Antony Blinken était en Israël. Il est aujourd'hui en Arabie Saoudite, le chef de la diplomatie américaine. Il va rencontrer les chefs de la diplomatie arabe à Londres vendredi, après des discussions demain au Qatar. Antony Blinken a affirmé que, je cite, « le moment était venu de mettre fin à la guerre à Gaza et appelé Israël à, je cite, éviter une plus grande escalade dans sa riposte à l'attaque iranienne ». Alors on va revenir sur la situation au Liban et à Gaza, où on est le rapport de force dans la guerre entre Israël et le Hezbollah, et quid du Hamas, une semaine après la mort de Yahya Sinwar. On va revenir sur la visite d'Antony Blinken en Israël et en Arabie Saoudite. Quelles sont les perspectives? Peut-on parler d'un après-conflit? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Rina Bassiste, bonsoir, correspondante de la radio israélienne à Paris, également rédactrice au journal américain Al Monitor. Bienvenue. En face de vous, Agnès Levallois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, l'IREMO, auteur de Le Livre noir de Gaza. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil. On va le voir s'afficher à l'écran, j'espère. Bon, on n'a pas pour l'instant, mais on va le voir, hein, Agnès, donc je le cite, hein, Le Livre noir de Gaza. Avec nous ce soir, Guillaume Ancel, bonsoir. Vous êtes ancien officier et chroniqueur de guerre, auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, et ça, c'est chez Flammarion. Nous avons en direct de Beyrouth Stéphanie Khoury, bonsoir. Vous êtes journaliste à L'Orient le Jour. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. En direct de Beyrouth, donc. Avant de commencer notre discussion, je vous propose de faire un point en images avec Anna Pereira. À Tyr ce mercredi matin, les rues semblent calmes. Soudain, dans le ciel, un bruit sourd. La grande ville du sud vient d'être bombardée par les Israéliens, comme on le voit sur ces images satellites fournies par leur armée. Un peu plus tôt, elle avait appelé les habitants à évacuer certains quartiers. Vous devez immédiatement vous éloigner de la zone. Quiconque se trouve à proximité des membres du Hezbollah, de ses installations et de ses moyens de combat, met sa vie en danger. Même scène dans le sud de Beyrouth. Depuis bientôt un mois, la capitale est bombardée quasi quotidiennement. Réfugiés sur les plages ou dans la rue, ces habitants déplacés n'aspirent qu'à une seule chose, retrouver une vie normale. Je veux juste la paix et que les bombardements cessent. Presque toutes les rues commerçantes ont cessé de fonctionner. Notre travail a cessé, tout s'est arrêté. Israël a lancé une campagne de bombardement massif ciblant les fiefs du Hezbollah à travers le pays fin septembre. Bien qu'affaibli, le groupe pro-iranien continue d'envoyer des roquettes quotidiennement sur le nord d'Israël. Ce mercredi, ils disent avoir ciblé l'installation militaire de Zvouloun, au nord de Haïfa. Plus tôt dans la journée, une trentaine de projectiles a visé la ville d'Acre. Tous n'ont pas été interceptés et la chute de débris a déclenché des incendies. Stéphanie Khoury, je voulais commencer avec vous parce que vous êtes à Beyrouth. Le Liban est en danger de mort et de dislocation. C'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, l'envoyé personnel du président français pour le Liban à l'AFP. Est-ce que c'est votre sentiment ? Ce qui est sûr, c'est que la situation dans laquelle on est depuis plusieurs semaines s'aggrave de jour en jour. Ce qui est sûr, c'est que l'État est aux abonnés absents. Les déplacés aujourd'hui, les plus de 1 million de déplacés sont en train d'être gérés par des initiatives privées lorsqu'ils ne sont pas livrés tout simplement à eux-mêmes. Et ce qui est sûr, c'est qu'on atteint une situation qui s'aggrave de jour en jour. Dans ce sens-là, bien sûr que la situation est extrêmement inquiétante. De là à parler d'une dislocation du Liban, je ferai attention au choix des mots. Vous feriez attention. Et à Beyrouth, comment s'est passée votre journée ?
Nos journées se ressemblent, c'est-à-dire qu'elles sont rythmées par les annonces de l'armée israélienne qui nous communique quand ils le souhaitent à l'avance les bombardements. Elles sont rythmées par les incidents sécuritaires qui ont lieu ici et là. On sait maintenant que l'armée israélienne intensifie ses frappes le soir venu, donc on fait en sorte de rentrer chez nous avant la tombée de la nuit pour éviter d'être coincé sur une route ou d'être pris dans des bombardements. Donc même quand on ne vit pas dans des régions qui sont directement ciblées par l'armée israélienne, l'inquiétude, l'angoisse plane sur l'ensemble de la capitale. C'est une évidence aujourd'hui pour tous les Libanais. Agnès Valois, le Liban est au bord de l'effondrement. C'est aussi le cri d'alarme lancé par la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Stéphanie Khoury dit parler de dislocation, c'est quand même trop fort. Mais bon, c'est quand même, la situation est inquiétante. Oui, la situation est très inquiétante parce que l'ampleur des bombardements font qu'il y a effectivement, maintenant on parle d'1 million de déplacés, avec dans un pays, comme vous le savez, extrêmement fragmenté, où les communautés sont très localisées. Et donc, même si pour l'instant, j'ai le sentiment, mais je pense que Stéphanie Khoury pourra en parler mieux que moi, la société libanaise tient, les responsables politiques font en sorte de ne pas faire de déclarations pour essayer d'accentuer ou de commettre, j'allais dire, d'atteindre un point de non-retour sur la situation des communautés entre elles. Mais on sait que maintenant, quand des déplacés viennent, donc souvent chiites, et viennent se déplacer dans une région qui n'est pas composée de chiites. Il y a une inquiétude que l'armée israélienne, du coup, vienne les bombarder parce qu'il y aurait, évidemment tout ça avec beaucoup de précautions, éventuellement un membre du Hezbollah. Donc c'est toute cette inquiétude qui finit par pouvoir provoquer un vrai danger pour la cohésion de cette société, lorsqu'on sait que cette société n'est pas toujours, justement, n'est pas avec cette cohésion, mais cette fragmentation qui peut être accentuée. Et plus le conflit va durer, plus les bombardements vont durer, plus ce risque d'être de plus en plus grand au sein de la société libanaise. Guillaume Ancel, ils ont annoncé donc Israël d'avoir éliminé Hachem Safieddine, qui est le successeur, qui était en fait le successeur pressenti d'Hassan Nasrallah, son cousin également. C'est une information qui a été aussi confirmée par le Hezbollah. Est-ce que le Hezbollah est tout de même vraiment profondément affaibli aujourd'hui ? Je me méfierais parce que ce genre de déclaration, le fait d'avoir tué un membre important, un cadre dirigeant d'une organisation comme celle-ci, ne la met absolument pas en péril. D'ailleurs, on voit très bien que quand Ismaël Haniyeh a été tué, il a été pratiquement immédiatement remplacé par Sinwar, qui sera remplacé par. Donc je suis désolé, mais c'est pas, contrairement à ce qu'a dit Israël, ça n'est pas le Reich nazi. Le fait de faire tomber Sinwar ne fait pas tomber le Hamas. Le fait de tuer un dirigeant du Hezbollah ne fait pas tomber le Hezbollah. C'est plutôt l'importance des forces qu'ils ont réussi à installer, c'est vrai, au Liban. Mais à mon avis, la manière dont Israël s'en prend aujourd'hui, le siège de Jabalia dans le nord de Gaza, la tentative, ou plutôt l'annonce par le ministre de la Défense encore aujourd'hui, d'une riposte contre l'Iran, plus cette guerre contre le Hezbollah qui se transforme en fait de fait dans une guerre contre le Liban, fait que les trois combinés mettent toute la région en péril. Et tout à l'heure, on l'a très bien entendu dans le sujet, les Libanais n'attendent qu'une chose, c'est la fin de la guerre. Les Palestiniens ont besoin de cette fin de la guerre. Et je dirais que, à travers les mots d'Anthony Blinken, le monde entier attend la fin de cette guerre. Rina Bassist, mais là, l'objectif d'Israël, c'est donc d'éradiquer le Hezbollah, enfin, de faire revenir les Israéliens au nord d'Israël. Oui, ce qui n'est pas la même chose, hein, parce que je crois que même en Israël, personne ne pense qu'on va éradiquer le Hezbollah. On sait très bien qu'ils sont implantés non seulement dans le sud du Liban, mais à travers de tous les pays, surtout dans les parlements. Donc, il n'y a pas question d'éradiquer le Hezbollah, mais le but du gouvernement israélien, je ne suis pas du tout une porte-parole de ce gouvernement, mais je crois que le but est tout simplement de restaurer le calme, de faire en sorte que tous ces dizaines de milliers des habitants israéliens qui ont quitté leur maison dans le nord d'Israël, qu'ils puissent retourner. Malheureusement, on voit que même avec le début de l'opération terrestre, même avec l'élimination de Hassan Nasrallah, Hezbollah, pour l'instant, ne veut pas du tout s'arrêter. Et les tirs continuent. Donc, bien sûr, tout le monde souhaite que ça s'arrête, mais il faudra aussi que Hezbollah arrête de tirer vers Israël. Stéphanie Khoury, le Hezbollah, quand il perd une nouvelle tête, quel est l'impact pour vous, justement, dans le pays ?
Je pense que pour nous, dans le pays, à l'échelle du pays, vous voulez dire pas à l'échelle du parti. À l'échelle du pays, oui. D'abord, c'est pas quand le Hezbollah a perdu un leader, c'était un traumatisme énorme. Hassan Nasrallah a été à la tête de ce parti depuis 1992. Donc, il y a beaucoup de Libanais qui n'ont connu que lui à la tête du Hezbollah. Et il y a beaucoup de Libanais qui le considèrent comme la principale figure politique de l'après-guerre. Ceux qui sont un peu plus âgés, ceux qui ont un recul historique un peu plus grand, savent que ce n'était pas le premier et le seul secrétaire général, qu'il y en a eu d'autres avant qui ont également été assassinés et qu'effectivement, je rejoins ce qu'a dit Guillaume Ancel, le parti, comme beaucoup de partis milices, a prouvé sa capacité à se reconstruire malgré les pertes et surtout à reconstruire, repropulser à sa direction de nouveaux chefs et se relever après. Donc on sait aujourd'hui que la stratégie de décapitation, c'est le mot qu'on utilise, ne fonctionne pas pour le Hezbollah et ne fonctionne pas pour le Hamas à Gaza. Maintenant, c'est sûr que sur la scène politique libanaise, c'est un tremblement de terre, un séisme qui est, je pense, provisoirement mis entre parenthèses, dans le sens où une partie des conséquences politiques de ce qui est en train de se passer se verront surtout dans l'après-guerre, parce que maintenant le Hezbollah et le Liban est pris dans une urgence qui est de faire face comme on peut à la force de frappe israélienne. Agnès Vallée, on attend ces frappes israéliennes sur l'Iran, 3 semaines après l'attaque de l'Iran. C'est vrai qu'on l'attend, ça fait 3 semaines. Et c'est comme une espèce d'épée de Damoclès, on ne sait pas sur quelle cible ils vont tirer. Il parlait du nucléaire, les Américains n'en veulent pas. Il parlait ensuite des sites pétroliers, les Américains n'en veulent pas. Donc ça devrait être des sites militaires, mais c'est vrai qu'on est étonné de cette attente. Je pense que là, effectivement, Israël s'est lancé, a repris, parce que ça me paraît important de le dire, a repris vraiment les bombardements sur Gaza, alors que ça avait été mis un peu entre parenthèses pendant quelques temps. Là, les bombardements ont repris de façon quand même massive dans le nord de la bande de Gaza, avec des conséquences humanitaires absolument catastrophiques. Là, il y a vraiment l'attaque maintenant sur le Liban, avec l'objectif qui est effectivement d'essayer d'éliminer le plus de cibles possible. Comme si, une fois que ces deux champs, si je puis dire, de bataille seront à peu près réglés, comme le souhaite l'armée israélienne, de pouvoir s'attaquer à l'Iran. Parce que le vrai objectif dans tout ça, c'est l'Iran. On voit bien que, évidemment, l'objectif, c'est d'atteindre le Hezbollah, mais c'est surtout d'entraîner l'Iran dans cette guerre. L'Iran qui ne veut pas de cette guerre et qui l'a démontré à plusieurs reprises. Quand il y a eu les attaques lancées par Israël contre le consulat iranien à Damas, la riposte iranienne a été calibrée. On a bien vu qu'ils ont... Mais là, il y a eu une attaque il y a 3 semaines. Après, il y a eu une réaction. Donc, du coup, il y a eu une autre réaction iranienne, mais qui, là aussi, de mon point de vue, mais peut-être que Guillaume Ancel, on verra ce qu'il en dit, a été quand même relativement aussi limitée, parce que l'Iran devait réagir, a réagi, mais je crois encore aujourd'hui que l'Iran ne veut pas se laisser entrer dans cette guerre, alors qu'on voit qu'Israël fait tout pour que l'Iran rentre dans cette guerre en étant sûr qu'à partir de ce moment-là, il aura le soutien de toute la communauté internationale. Et au moment où un certain nombre de critiques s'élèvent sur la stratégie menée par le gouvernement israélien à l'égard du Liban en particulier, où on a vu le fait que Emmanuel Macron a présenté une proposition de cessez-le-feu qui avait été acceptée par Netanyahou et qui au dernier moment n'a pas été tenue, l'engagement n'a pas été tenu. Donc on voit bien qu'il y a cette volonté d'Israël de continuer coûte que coûte, mais en sachant que le jour où l'Iran riposte, là, tous les pays occidentaux seront derrière Israël. Et donc c'est ce jeu, me semble-t-il, dramatique du gouvernement israélien pour vraiment attirer l'Iran dans ce... Guillaume Ancel. Avec une échéance très particulière, bien sûr, c'est l'élection présidentielle américaine. Parce qu'on voit parfaitement que si, comme vous l'avez noté tout à l'heure, Israël retient pour l'instant sa riposte, alors que l'attaque iranienne a eu lieu le 1er octobre, donc on est quand même le 23, c'est qu'il y a une volonté de l'inscrire dans un agenda politique, et je ne serais pas étonné que Netanyahou le fasse le plus tard possible, juste avant l'élection présidentielle, pour montrer que Biden ne sait pas stopper une guerre au Proche-Orient, alors que Trump se présente comme le candidat qui est contre la guerre, et qui stoppera la guerre aussi bien en Ukraine qu'au Proche-Orient. Et ça, c'est un atout majeur pour Trump que joue Netanyahou, c'est d'absolument l'attirer au pouvoir, parce qu'il sait qu'avec Kamala Harris, ce sera beaucoup plus compliqué. Et je rappelle ça, c'est votre analyse. C'est mon analyse, bien sûr. Et je rappelle juste une chose, c'est que Israël ne peut pas frapper l'Iran sans l'aide des États-Unis pour de multiples raisons.
Alors bien sûr, le risque, Rina Bassis, c'est une déflagration régionale beaucoup plus importante, une sorte de face-à-face même direct entre les États-Unis et l'Iran. C'est ça le risque. Bon, moi, je vois les choses un peu différemment parce que, d'abord, on sait très bien que même en Israël, on a énormément hésité avant d'ouvrir le front nord, le front vers Hezbollah. Pourquoi? Parce que les moyens sont limités. À la fin, c'est un tout petit pays. Avoir deux fronts, d'abord contre le Hamas et après contre Hezbollah, c'est déjà un effort extraordinaire pour l'économie, pour les gens qui travaillent. Ce n'est pas une chose facile. Moi, je ne crois pas du tout qu'Israël essaye d'attirer l'Iran dans une guerre régionale. Ce n'est pas du tout l'intérêt d'Israël. Au contraire, il y a déjà deux fois où l'Iran a attaqué Israël de façon massive, incomparable à l'élimination d'une personne, d'abord avec 300 roquettes et missiles, après avec 180 missiles balistiques. On sait très bien quels auraient pu être les dégâts si Israël n'a pas réussi. Missiles balistiques, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Et pourtant, pour l'instant, Israël attend. On a vu déjà une première réponse à cette attaque d'avril qui était vraiment minime par rapport à cette énorme attaque iranienne. Donc là, excusez-moi, je ne vois pas du tout une politique israélienne en train d'attirer l'Iran dans une guerre régionale. On va l'écouter, le président iranien d'ailleurs, puisqu'il s'est exprimé alors qu'il est en Russie, au fameux sommet des BRICS organisé par Vladimir Poutine. Je crois vraiment que la mort de Yahya Sinwar offre une occasion importante de ramener les otages chez eux, de mettre fin à la guerre et de garantir la sécurité d'Israël. Nous sommes déterminés à défendre Israël face aux attaques de l'Iran, des proxys de l'Iran. Nous nous tenons aux côtés d'Israël et nous nous tiendrons toujours aux côtés d'Israël pour sa défense. Il est très important qu'Israël réponde d'une façon qui ne crée pas une plus grande escalade et ne risque pas d'étendre le conflit. Un petit peu plus tard, bon, c'est vrai que c'est les messages d'Anthony Blinken qui est donc en tournée dans la région. Il était en Israël hier, il est en Arabie Saoudite aujourd'hui, donc il fait toute cette tournée. Il demande justement attention, il ne veut pas d'embrasement de la région. Agnès Valois, et on va écouter tout de même le président iranien qui lui dit qu'il voudrait justement mettre fin, il a exhorté les pays membres des BRICS à mettre fin à la guerre à Gaza et au Liban. Alors ça fait beaucoup de messages diplomatiques pour une fin de la guerre. Et lorsqu'on parle du terrain, donc dans cette première demi-heure, on voit bien qu'on est quand même très très loin du compte. Est-ce qu'on peut commencer à parler de l'après aujourd'hui? Non, moi je pense qu'on n'est pas encore dans l'après. Quand on voit la façon qu'a le gouvernement israélien de réagir ou de ne pas répondre justement aux demandes américaines, puisque Blinken, il a déjà fait un nombre de voyages, de tournées diplomatiques impressionnantes, sans jamais rien obtenir de la part de ce gouvernement, qui à chaque fois, d'une certaine manière, quand même, à mon sens, humilie les Américains. Les Américains disent il faut un cessez-le-feu et Netanyahou balance ça d'un revers de main, estimant que lui, il n'est pas arrivé au bout des objectifs qu'il s'est fixés. Pourtant, avec la disparition de Sinwar, on peut considérer qu'un des objectifs de guerre a été atteint. Maintenant, il y a la question des otages, mais on voit bien qu'en continuant à bombarder comme Israël bombarde, je ne vois pas quelle est la chance de pouvoir récupérer encore des otages vivants quand on voit la force de frappe qui continue à s'abattre sur la bande de Gaza. Et maintenant, avec ce qui se passe au Liban, pareil, on est plutôt dans un engrenage que dans une volonté d'apaisement telle que souhaitée par Anthony Blinken et Biden. Mais là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Guillaume Ancel. Le calendrier électoral américain est absolument catastrophique. Stéphanie Khoury, comment percevez-vous ce ballet diplomatique autour de Anthony Blinken, qui était donc en Israël hier et aujourd'hui en Arabie Saoudite? Il y avait aussi un émissaire présidentiel américain, Amos Hochstein, qui a déclaré à Beyrouth, lui était à Beyrouth hier, que la résolution 1701 restait la base d'un cessez-le-feu, mais je cite que l'engagement des deux parties à l'appliquer n'était plus suffisant. Est-ce que cette résolution reste tout de même une base pour l'après? Est-ce que vous pensez à l'après déjà? Je pense qu'il est encore très tôt pour penser à l'après. Ce qui est sûr, c'est qu'on est aujourd'hui dans un relatif vide diplomatique. Dans ce vide diplomatique,
On a la résolution 1701 qui en effet reste une base pour la discussion, mais aujourd'hui les acteurs, aucun des acteurs en présence n'arrive à s'accorder sur le degré de modification et d'application de cette résolution. Donc il n'y a absolument aucun accord. Et l'autre élément, c'est la conférence qui s'ouvre demain à Paris. Et je crois que les deux éléments se rejoignent pour dire qu'il n'y a aucune perspective sérieuse aujourd'hui de sortie de crise, qui soit politique ou diplomatique. Vous êtes d'accord, Guillaume Ancel ? On est vraiment dans le conflit. Il y a effectivement cette conférence qui s'ouvre demain à Paris, une conférence donc pour le Liban. Emmanuel Macron va ouvrir cette conférence. Anthony Blinken poursuit donc sa tournée dans la région, puisqu'il est donc en Arabie Saoudite aujourd'hui. Est-ce que cette diplomatie, finalement, est totalement inefficace aujourd'hui ? Inefficace et, je dirais, paralysée par l'attitude de Benyamin Netanyahou, puisque avec l'élimination de Sinwar, dont je rappelle qu'elle est accidentelle, ce n'était pas une opération ciblée, l'armée israélienne a découvert qu'il venait de tuer Sinwar. On a bien vu qu'à ce moment-là, il y avait une forme de... ça branlait dans les mâts au niveau de Tsahal, de l'armée israélienne. Ceux qui disaient qu'il faut absolument profiter pour stopper cette guerre. Je rappelle qu'il y a une grande partie de l'armée israélienne qui estime qu'il faut absolument arrêter la guerre à Gaza et sortir de la bande de Gaza. Et puis l'autre qui dit, avec bien sûr Netanyahou, non, il faut continuer, c'est la seule occasion, parce qu'après l'élection présidentielle, peut-être qu'on sera obligé de changer radicalement. Et là, on a le sentiment que Netanyahou est ivre de guerre, c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera pas, quelles que soient les injonctions des uns ou des autres. Ce qui est effarant, c'est pourtant il ne peut pas conduire cette guerre sans l'aide des Américains. Et j'avoue que je n'arrive toujours pas à comprendre comment, d'un côté, Biden peut dire qu'avec ses émissaires, il veut stopper la guerre et l'escalade régionale, et puis de l'autre, il lui passe les munitions dont il a besoin pour attaquer le Hezbollah comme l'Iran. Rina Bassis, quel est justement, à votre avis, l'objectif politique de cette guerre pour Benyamin Netanyahou ? Parce qu'on parle de cette résolution 1701, donc ce sont les Américains qui veulent la remettre sur place. Est-ce que Netanyahou serait au contraire favorable à la création d'une zone tampon ? Il y a un site Axios qui parle du fait qu'Israël exigerait que ses forces de défense soient autorisées à s'engager dans une application active pour s'assurer que le Hezbollah ne se réarme pas. Qu'est-ce qu'il a en tête, en fait, pour l'après ? Bon, d'abord, je pense qu'il faut mettre des deux côtés les deux fronts. Parce que les buts sont différents et aussi l'attitude de la société israélienne est différente. Si on parle de Gaza, bien sûr, comme c'était bien décrit, il y a une déchirure au sein de la société israélienne. Il y a beaucoup de monde qui exige en fait que M. Netanyahou arrête là avec... l'élimination de Yahya Sinwar, qu'il met une proposition que, soi-disant, Hamas ne peut pas refuser et qu'on arrive enfin de libérer les otages, ceux qui sont encore en vie. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a les fronts du Nord. Et ça, je pense que M. Netanyahou a beaucoup plus de soutien au sein de la société israélienne parce que ça fait en fait pas depuis le 8 octobre que ces gens souffrent de tirs de Hezbollah, même si depuis le 8 octobre, ça a explosé. Mais ça fait en fait 20 ans que ces gens-là, qu'il y a toutes des générations qui ont grandi avec ces bombardements insensés de la part de Hezbollah. Si vous me demandez pour les jours de lendemain, je crois oui, comme c'était bien dit, il y a une solution. Il est clair, c'est la résolution 1701 et c'est même Israël qui a reconnu ça quand Israël a commencé en fait cette opération terrestre. Est-ce que ça sera cette résolution comme elle est ou est-ce qu'il faut l'ajuster ? Par exemple, il y a beaucoup de discussions en ce moment sur le rôle de la FINUL, qui pour l'instant est quasiment inexistant. Est-ce que peut-être l'ONU peut donner plus de pouvoir à la FINUL ? Bien sûr, il faut aussi renforcer énormément l'armée libanaise et ça, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un jour ou deux. Ça sera un long processus pour que l'armée libanaise pourra vraiment être efficace sur le terrain. Tout ça, c'est des composants qui sont connus. Ce n'est pas nouveau et il faut arriver à une certaine forme de cette résolution qui sera acceptée sur les deux côtés. Guillaume, ça voulait réagir, je rappelle que la résolution 1701 dont on parle, en gros, c'est une démilitarisation sur quelques kilomètres de la frontière entre le Liban et Israël. Et la FINUL, l'ONU, a été totalement inefficace sur le sujet. C'est-à-dire que mes camarades s'appelaient la force inutile des Nations Unies au Liban, puisqu'ils n'ont jamais réussi à chasser le Hezbollah de cette zone, alors que le Hezbollah ne devait pas l'occuper.
Par contre, si on le prend d'un point de vue militaire, ça n'a aucun sens. Oui. Parce que de toute façon, le Hezbollah n'a pratiquement que des armes qui ont plus de 5 km de portée. Donc si elle voulait une zone tampon pour protéger Israël, en réalité, il faudrait qu'ils aillent jusqu'à 250 km de la frontière. Donc la question reste entière. Et pour moi, la seule question qui se pose, elle est politique. Oui. Elle est politique, mais il y a cette question de la sécurité pour Israël. Donc c'est aussi une question politique. Bien sûr, c'est une question politique. Et on voit bien que quand le Hezbollah envoie des roquettes sur le nord d'Israël, Israël bombarde et survole Beyrouth et le Liban en permanence depuis des années, que l'armée israélienne a envahi le Liban à plusieurs reprises, que le souvenir est quand même pas très bon pour les Israéliens d'avoir dû quitter le Liban en 2000 et en 2006 après la guerre de 33 jours. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité maintenant de trouver un accord politique, que la résolution 1701 qui est la base, très bien, mais ça serait bien aussi qu'Israël respecte toutes les résolutions de l'ONU concernant le conflit israélo-palestinien. Et quand je vois aujourd'hui Israël exiger l'application de cette résolution, très bien, mais ça serait aussi important d'appliquer les autres résolutions. Donc il faut reprendre, on ne peut pas séparer les différents fronts. Et on voit bien aujourd'hui, il y a Gaza, il y a le Liban. Il faut maintenant, et il serait temps, mais ça on sait que c'est absolument exclu par Netanyahou et ses ministres, qu'est-ce qu'on fait de l'ensemble de ces dossiers, le conflit israélo-palestinien dans ses différentes composantes. Il y a Gaza, la Cisjordanie dont on ne parle pas, le Liban, et c'est l'ensemble qu'il faut voir, et non pas d'essayer de séparer ces différents fronts, parce que de toute façon, le lien doit être fait entre ces différents fronts si on veut arriver à une situation relativement apaisée. Sinon, on n'y arrivera jamais. Stéphanie Khoury, cette résolution 1701, pourquoi finalement ça a échoué au moment effectivement, où Israël s'est retiré du Liban? On parle de l'ONU, d'ailleurs la FINUL veut rester, hein. C'est ça tout de même le message aujourd'hui, alors qu'il y avait des bombardements ils prennent des risques, mais ils veulent rester. Ils servent à quelque chose, contrairement à ce que dit Guillaume Ancel. Ils vont servir à quelque chose, justement, pour un après-conflit, cette FINUL. Et l'armée libanaise, finalement, dans un État dans lequel il n'y a pas vraiment d'État, est-ce qu'elle sert aussi à quelque chose ? Je pense que la question de la FINUL est plus complexe que ce qu'on peut voir de l'extérieur. D'abord, ça me semble important de rappeler qu'aujourd'hui, ce sont les Israéliens qui ne veulent plus d'une application de la résolution 1701 parce qu'ils considèrent que pendant toutes ces années, et l'armée et la FINUL a échoué à mettre en place cette résolution. Donc, ils demandent une résolution révisée. Le problème, c'est que dans ce mot révisé, dans cet espace, on peut un peu mettre ce qu'on veut. Ça peut prendre la forme d'une occupation, d'une zone tampon, on ne sait pas. Mais c'est vraiment dans cet espace-là qu'Israël veut ouvrir que tout est possible. Ensuite, pour la question de la FINUL, Israël répète en boucle que la FINUL est absolument inefficace. Pourtant, on voit bien qu'Israël est extrêmement embêté par la présence des forces de la FINUL dans le sud. Elles se mettent sur son chemin sur le terrain. Israël a à plusieurs reprises au cours des derniers jours et des dernières semaines attaqué les forces de la FINUL. On a vu quelques réactions de la communauté internationale, mais on n'a pas vu de grandes révolutions ou de grandes révoltes de la part de la communauté internationale lorsque Israël déploie aujourd'hui sa force de frappe contre les forces de l'ONU. Ensuite, je pense que c'est important de rappeler que la FINUL a maintenu depuis 2006, depuis le retrait le retrait israélien, la fin de la guerre de juillet 2006, il y avait une relative stabilité à la frontière entre Israël et le Liban pendant toutes ces années. On ne peut pas nier qu'après des années, par exemple la décennie 90, qui était extrêmement chaotique, avec chaque année en permanence des échanges de tirs, des massacres même qui sont commis sur le territoire libanais, à partir de 2006, il y a eu un relatif apaisement de la frontière sud. Stéphanie Khoury, est-ce que c'était pas prendre ça en compte aujourd'hui quand on évalue le bilan? Est-ce que c'était pas une sorte de statu quo? Et c'est un peu ça le problème, cette relative accalmie au sud. Peut-être que c'était un statu quo, mais si le statu quo nous permet d'éviter un embrasement, de sauver des vies, le statu quo pour les civils libanais et pour les civils israéliens aussi, je suppose, est bienvenu et bon à prendre. On est d'accord que ça ne règle pas qu'il y a un problème politique derrière qui n'est pas réglé, mais le statu quo, lorsqu'il permet de sauver des vies, je pense aujourd'hui qu'on a tous en tête cette priorité. Rina Bassiste. Bon, je ne sais pas, on parle des status quo. C'est quoi les status quo? Et il n'y avait pas une calme côté israélien.
ça fait 20 ans qu'il y a des tirs sur des communautés au nord d'Israël. Il y a 20 ans qu'il y a des enfants qui sont habitués à courir dans les abris. Donc, c'est un status quo qu'à un certain moment, Israël ne veut plus accepter. On ne peut pas parler d'une stabilité quand il y a un pays que ça fait 20 ans qu'elle est attaquée. Maintenant, je veux bien une solution politique. Hein. On aimerait bien qu'il n'y aura plus Hezbollah, qu'il n'y aura plus de tirs vers Israël, qu'il n'y aura plus, je ne sais pas, les opérations terroristes à Buenos Aires, qu'il n'y aura plus des attaques à Paris contre des Juifs, contre des Français. On aimerait bien. Est-ce que c'est réaliste à penser qu'il y aura une solution politique? On sait très bien que la raison d'être de Hezbollah, c'est détruire Israël. Donc la question est, quelle est cette solution politique? Si cette solution politique, si vraiment les dirigeants libanais estiment qu'ils peuvent se débarrasser de Hezbollah de façon politique, tant mieux. Si on est plus réaliste, je pense que ça, ce n'est pas pour tout de suite, peut-être pas pour les prochains 10 ans même. Et en attendant, il faut trouver quelque chose vraiment plausible qu'on mettre sur place. C'est pour ça, je pense qu'il faut commencer avec cette résolution 1701, parce qu'il faut commencer quand même avec quelque chose qu'on peut mettre sur place. C'est un peu que, oui, Guillaume Ancel. Je vais parler de la guerre actuelle. Mi-septembre, il y avait une possibilité d'accord de cessez-le-feu. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il soit accepté, parce que la clé de cette guerre, aujourd'hui, je ne parle pas de l'avenir, c'est Gaza. Si un accord de cessez-le-feu avait été trouvé sur Gaza, le Hezbollah n'aurait pas continué à tirer sur Israël. Ça ne réglait pas le problème de la suite. Mais en tout cas, c'est ce qu'il affichait. Ce n'était pas difficile de reprendre une offensive si jamais il tirait. Par contre, c'était le seul moyen pour Israël de récupérer les otages qui étaient encore en vie. Et ça, Netanyahou les a sacrifiés à partir du moment où il a lancé l'opération Flèche du Nord. C'est ce qu'il oublie de dire aux Israéliens. Moi, je voudrais juste ajouter un point. C'est qu'à un moment, quand il y a eu un intérêt entre le Hezbollah et Israël, les deux ont négocié. Ils ont négocié sur la question de l'exploitation du gaz en Méditerranée. Et donc, ça a été des discussions indirectes, mais il y a eu des discussions entre Israël et le Hezbollah. Ce qui veut donc dire que quand il y avait un intérêt partagé commun, la négociation était possible. Et c'est pour ça que je pense, comme Guillaume Ancel, que lorsque le Hezbollah a dit qu'en cas de cessez-le-feu, il arrêtait les bombardements sur le nord d'Israël, effectivement parce que c'était son intérêt d'arriver à cela pour éviter justement la situation dans laquelle le Liban se retrouve plongé aujourd'hui. Alors là, on est plutôt quand même dans une escalade. Finalement, Guillaume Ancel, statu quo aujourd'hui, est-ce qu'après le 7 octobre, est-ce qu'après un an justement à Gaza, la guerre à Gaza, au Liban, le Hezbollah, le Hamas, est-ce que le statu quo est suffisant? Est-ce que ça sera du statu quo ou est-ce qu'il ne faut pas passer carrément à autre chose? Il est carrément catastrophique. Le statu quo est catastrophique parce que, je rappelle la situation simplement, Gaza a été ravagée. Donc on est en train de construire des générations de futurs terroristes qui vont s'en prendre aux enfants d'Israël. Et ce n'est pas ça qu'on souhaite. Le Hezbollah, en étant affaibli, voit surtout le Liban détruit. Donc les Libanais considèrent aujourd'hui que Israël est leur premier ennemi, alors que ce n'étaient pas franchement tous des amis du Hezbollah. Quant à l'Iran, elle est en train de préparer son accession à l'arme nucléaire parce qu'elle estime que c'est le seul moyen de résister à la pression d'Israël. Donc c'est sûr que le statu quo n'est pas acceptable parce qu'on est juste en train de se préparer les guerres futures. Vous êtes d'accord, Stéphanie Khoury, parce qu'on parle de statu quo. Donc il y a cette résolution 1701 et puis il y a aussi... Donc, on pourrait ou pas la mettre sur la table, elle a effectivement le mérite d'exister. Et puis il y a cette solution à deux États, ça c'est l'autre principe qui existe aussi, et qui pourrait être aussi une base pour la diplomatie future ou pas. Oui, non, je crois que le... Allô ? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, non, je crois que la politique israélienne au Liban et dans les territoires occupés à Gaza et en Cisjordanie se rejoint sur une chose, c'est son absence de clarté et de vision stratégique. Effectivement, le bon sens, et c'est ce que dit la communauté internationale aujourd'hui, serait d'œuvrer à la seule solution qui paraît viable dans le cas d'Israël et des Palestiniens, qui serait la construction d'un État palestinien.
à côté d'un État israélien. Les gouvernements successifs israéliens, quelle que soit leur couleur politique, depuis des dizaines d'années, ont tous systématiquement œuvré à défaire cette solution qui semble être la seule solution politique. Donc on voit bien qu'il y a une force militaire qui se perfectionne avec l'aide du soutien américain d'année en année. L'armée israélienne aujourd'hui a atteint une précision dans ses frappes et une puissance de feu qui est absolument saisissante quand on est sur le terrain et qu'on est témoin de ce qu'est capable de faire l'armée israélienne aujourd'hui. Mais en parallèle de ça, il y a un vide politique, une absence de vision stratégique. Les années passent et ça ne semble pas vraiment changer. Rina Bassiste, il a donné une interview au Figaro la semaine dernière, Benyamin Netanyahou, et il dit « La très grande majorité des Israéliens partagent mon avis. Israël doit conserver le contrôle sécuritaire de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain. » Donc il n'en démord pas, il ne veut pas d'État palestinien. Est-ce qu'en Israël, il y a encore une société civile qui soutient l'idée d'un État palestinien ? Oui, je crois qu'il y a encore des gens qui soutiennent ça, mais ce n'est pas quelque chose qui est sur la table pour maintenant. Parce qu'on est encore un an après le 7 octobre, les blessures sont très loin d'être refermées. Et il y a aussi cette déception de la part de la gauche israélienne, de l'attitude de M. Mahmoud Abbas, qui n'a pas vraiment condamné, qui ne s'est pas éloigné de ce que Hamas a fait, en fait, le 7 octobre. Et tant que M. Abbas ne dit pas très clairement que Hamas, en fait, il heurte la cause palestinienne, il endommage la cause palestinienne. Ça, ce n'est pas la cause palestinienne de détruire Israël. Et tant qu'il dit ça, je crois que beaucoup en Israël n'y croient pas qu'il y a en fait un partenaire pour parler. Après, il faudra bien sûr aussi des élections. Il faudra un changement de gouvernement pour entamer ces discussions. Ça, en Israël clair. En Israël, ça c'est clair. Le gouvernement actuel, bien sûr, n'envisage pas justement d'avancer avec la solution des deux États. Et Ben Gvir, et puis effectivement son ministre de la Sécurité, lui, parle carrément de faire évacuer les Gazaouis de Gaza. Hein, ils l'ont dit lundi dernier. Donc on n'est pas du tout dans ce schéma d'un post-guerre avec une solution à deux États. Non, mais pourtant, oui, comme disent les diplomates, il n'y en a pas d'autres en fait. Oui, mais c'est bien ça le drame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment encore dans le temps de la guerre avec un gouvernement israélien qui, pour l'instant, n'est que dans cette logique de la guerre et du combat et qui ne veut en aucun cas envisager autre chose parce que je pense qu'il n'a pas la première idée de ce qu'il voudrait faire, à part de faire partir les Palestiniens. Et ça, c'est un peu compliqué quand même, parce que faire partir 2 millions de Gazaouis par où, pour faire quoi? À part les jeter à la mer, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire. Donc, évidemment, je pousse à l'extrême mon raisonnement, mais quand l'extrême droite et Netanyahou disent tous ensemble, on ne veut pas, il est hors de question qu'il y ait un État palestinien, on voit bien que ça condamne absolument toute solution politique, parce que et donc, la seule arme qui reste, et sans faire de mauvais jeu de mots, c'est de continuer la guerre. Et tant qu'on est dans la guerre, on n'est pas dans la négociation. Et donc, ça permet... Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce, c'est affreux ce que je veux dire, mais d'ivresse aussi de cette guerre côté israélien. Netanyahou est complètement porté par ses succès, dans le sens où il a réussi à obtenir l'élimination de tous les chefs militaires et politiques du Hamas et maintenant du Hezbollah. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ivresse qui s'est emparée de ce gouvernement et de Netanyahou en particulier, qui fait qu'il est toujours dans cette logique. Et tout le monde se demande, mais qui peut l'arrêter? Qui va prendre les moyens véritablement de l'arrêter? Parce qu'on ne peut pas être dans cette fuite en avant indéfinie où seul le rapport de force compte, où on est vraiment dans de la vengeance aujourd'hui, je trouve, à l'état pur. On est revenu à une époque qui me paraît complètement dingue, où on n'est que dans du rapport de force. Le politique, on le met de côté. Je suis plus fort, je t'écrase. Non seulement je t'écrase, mais je montre à la société ce que je suis capable de faire. Et donc, pour anéantir toute possibilité de mobilisation par la suite, pendant des années, des années. Oui. C'est ça aussi le message qui, à mon avis... porté par Israël aujourd'hui. Vous êtes d'accord, mais il y a un moment donné, encore une fois, Israël sur 7 fronts, il y a un moment donné, il ne peut pas non plus... est-ce qu'il peut effectivement annexer la Cisjordanie? Est-ce qu'Israël peut effectivement aussi rentrer dans Gaza et y rester? Ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'il peut aller au Liban et y rester? Pour un pays comme Israël, c'est quand même beaucoup. Donc, Moi, il y a un sujet qui est plus grave parce qu'il va laisser une trace dans l'avenir très forte. C'est le fait qu'après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, en fait, Netanyahou a fait voler en éclats toutes les règles de la guerre. Absolument. Et en faisant ça,
Aujourd'hui, en particulier quand je vois ce qu'il a fait sur la bande de Gaza, ce qu'il est en train de faire sur le camp de Jabalia, sur lequel on assiège, dans le nord. On va faire mourir de faim des gamins sur le camp de Jabalia. Je suis désolé, mais là on arrive à une forme de terreur aussi. Et donc il faut qu'on se demande jusqu'où Netanyahou a le droit d'aller, parce qu'il a subi une attaque terroriste, de se comporter comme le Hamas. Je suis désolé, mais là il y a un moment, il faut l'arrêter, et la responsabilité en est d'abord aux Israéliens. Vous vouliez répondre là-dessus? Oui, un petit mot. Ce n'est pas moi qui va défendre la politique de droite de M. Netanyahou, mais je vais quand même dire un petit mot sur ce qui a été dit par rapport à l'élimination de Yahya Sinwar ou Hassan Nasrallah. Et là, je ne pense pas qu'on peut utiliser des mots comme ivresse ou comme vengeance. C'est quand même des personnes qui sont responsables des assassinats incroyables, inimaginables dans notre époque. Donc, éliminer ce genre de personnes, moi, je ne les vois pas comme vengeance. Il y a quand même injustice. Il faut quand même arrêter ces gens d'assassins, ces gens de terroristes. Ils n'ont pas la place dans la société humaine. Il y avait toute l'administration Biden qui a félicité, en fait, l'élimination de Hassan Nasrallah, qui a dit très clairement que la justice était faite. Et les dirigeants français n'ont pas eu le courage de dire ça. Mais 43 000 morts simplement dans la bande de Gaza, pour cela, je pense qu'il y a un moment, on est, en tant qu'être humain, on doit se poser la question d'éliminer des responsables du mouvement Hamas ou du Hezbollah, parce qu'on estime qu'ils sont dangereux. La meilleure chose serait quand même plutôt de pouvoir les capturer et qu'il y ait des procès, où là on pourrait évidemment mettre à jour exactement ce qu'ils ont fait. Mais cette technique d'assassinat ciblé pose question, et surtout quand en face, on a 43 000 morts dans la bande de Gaza. Là, je pense quand même qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas ne pas se poser la question de ce que cela veut dire et jusqu'où on va. Merci Agnès Levallois. Votre livre, le livre noir de Gaza, donc paru au Seuil. On va voir la couverture maintenant. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Rina Bassiste d'avoir été là ce soir. Guillaume Mancel, votre livre Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. C'est chez Flammarion. Et voilà. Merci Stéphanie Khoury d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth, journaliste à Lorient Le Jour. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.